Donc, pour les personnes qui nous rejoignent, je vous demanderai de bien vouloir mettre dans la conversation votre nom, votre prénom, le nom de votre université, le nom de votre projet, s'il vous plaît. Donc, on a Fatou Bintou Badial, bonjour. Alors, on a un autre message. Bonjour, je suis Moustapha Niang, diplômé à l'Institut africain de management en administration des affaires, option marketing et intelligence des affaires. Notre projet est Dalal Diam Company. OK. Demba Diaye qui dit que est site ESP, projet bâti web. OK. Super. Dramé qui demande comment nous allons. Donc, je vais laisser peut-être 2 petites minutes maximum avant qu'on démarre parce que là, on est en train d'impliquer sur le temps. Ça va être un peu en retard. Allô? Bonjour. Bonjour, Ça Marie-Mette. va bien? Oui, bien. Très bien, merci. Bon, je pense qu'on va démarrer. Je vais partager mon écran. Okay. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Super. Alors, donc avant de commencer, je vais vous demander de bien vouloir couper vos micros pendant la présentation. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez absolument pas à les envoyer dans la conversation, ce sera plus simple. Comme ça, dès que je pourrai les regarder en simultané, en fait, pour pouvoir m'arrêter et regarder les commentaires. Si ça vous convient qu'on procède comme ça, on va commencer. On a encore qu'ils arrivent. Je vais peut-être me déplacer. Je pense que je vais me déplacer. J'arrive tout de suite.
Alors, on va commencer. J'espère que vous m'entendez bien. Toujours. Oui. Super. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Adja Nyako, je suis directrice des programmes d'accompagnement chez Concret. Et aujourd'hui, on va faire une séance de formation qui va durer moins d'1 heure et demie parce que là, il est déjà 10h10, sur comment tester le potentiel de son offre à travers un prototype de solution. Donc, dit comme ça a l'air un peu... bon, je ne sais pas si ça a l'air complexe dans son intitulé, mais vous verrez que c'est très simple. On va tout simplement aborder les différentes solutions ou alternatives qui vous permettent de pouvoir tester votre offre avant de pouvoir le lancer sur le marché. C'est très important parce qu'on s'est rendu compte à travers notre expérience d'accompagnement qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont un processus de développement de produits ou de services où ils restent dans leur chambre pendant des mois, des années à concevoir quelque chose qui au final ne répond pas du tout aux besoins de leurs clients. Donc, très important d'avoir un processus dans lequel on va mettre le client au centre et on va sans cesse essayer de le consulter à toutes les étapes de développement pour vraiment s'assurer qu'on est en phase avec ses besoins et surtout pour éviter les risques d'échec. Donc, voilà un petit peu. Je vais vous demander de réagir par emoji. Pour ceux qui ont eu à se présenter un petit peu tout à l'heure, quels sont ceux qui ont déjà démarré le développement de leur produit? Donc, ceux qui ont déjà démarré, vous mettez un pouce et un plus, ça veut dire. Et pour ceux qui n'ont pas encore démarré, vous mettez un emoji, voilà, confused. Je ne sais pas trop quel emoji on peut trouver là. Mais en tout cas, mettez juste, pour ceux qui ont déjà démarré leur produit, leur solution, ça. Comme ça, je regarde. Alors, je vois que certains ont déjà commencé. Je vois une personne. Ouais, une personne. 2, Temba PI. Marie-Madeleine n'a pas encore commencé. D'accord. Donc, parmi ceux qui ont déjà commencé, donc j'en ai vu 2, dont Demba Ndiaye. Bon, pour ceux qui ont commencé et ceux qui ne l'ont pas d'ailleurs, commencé, quelles sont vos craintes vis-à-vis du développement de votre produit ou de votre solution? Là, vous pouvez peut-être allumer vos micros ou mettre en message vos craintes. Pas de réaction? Personne n'a de crainte pour développer son produit ou son service? Je vois qu'on a Dawad. Bonjour, Oui. Adia. Oui. Oui, bon, moi, de mon côté, Mhm. c'est surtout un manque de moyens financiers parce D'accord. que je veux m'attaquer surtout en fait, à un certain niveau, le manque d'eau. Donc, dans certains quartiers de Joal, D'accord. maintenant, via une solution de pompage solaire. D'accord. Maintenant, ce qui inquiète surtout les populations, c'est genre, ils croient que c'est trop cher et ça ne va pas être, disons, à leur portée. Mhm. Donc, c'est ces craintes-là que j'ai. Mais Mhm. à part ça, ça va. Ok. Donc, vous craignez que, enfin, les craintes de vos clients, c'est le fait que votre solution ne soit pas à leur portée d'un point de vue Voilà, c'est purement ça. économique. D'accord. Voilà. Est-ce que vous savez si justement ce sera à leur portée ou pas? Ben, d'après les enquêtes que j'ai eu à faire sur le terrain, Mhm.
bon, il y a des avis divers, je veux dire. Il y a des personnes qui se disent être prêtes à l'adopter, mais d'autres, ils disent que le solaire, c'est trop coûteux. Ils ne maîtrisent pas trop, donc... mais est-ce que vous je savez sais si c'est pas. coûteux ou pas? C'est ça ma question. Bah, non, non, non. Bon, parce que c'est relatif, en fait. Si je peux dire que comment dire, c'est pas coûteux et d'autres disent que c'est coûteux parce que ça Oui, dépend non, mais c'est pour des ça que revenus je dis, de en fait, chacun. oui, je comprends, mais je veux dire justement, c'est pour ça qu'on a besoin d'exactitude, parce que coûteux ou pas, enfin, perception d'être cher ou pas, c'est personnel, on va dire, mais coûteux, c'est très facile à percevoir, quoi. Aujourd'hui, est-ce que vous savez, vous, combien ça va coûter pour développer votre produit? Vous savez ça ou pas? Bah, oui, ça c'est déjà fait. Ça c'est déjà fait. D'accord. Oui. Ok. Par exemple, si je leur explique le coût, par exemple, comment ça se fait, comment je vais leur proposer ce service-là. Il y a certains qui vont l'adopter parce que je suis allé sur le terrain et j'ai fait des enquêtes. Maintenant, d'autres par contre, ils disent qu'ils préfèrent, disons, l'autre solution, c'est les motopompes Ok. à gasoil. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. Ok, d'accord, bon, c'est noté. Bon, en tout cas, merci pour ce partage. Donc, d'après ce qu'on comprend de ce que vous avez expliqué, vous avez des craintes, en tout cas, vos clients ont des craintes vis-à-vis de votre solution pour savoir si c'est coûteux ou pas. Et vous, de votre côté, vous ne savez pas encore vraiment si ça va être coûteux ou pas, parce que c'est coûteux, c'est relatif, mais bon, on va essayer de voir au cours de cette séance comment est-ce que justement on peut résoudre cette problématique-là. Donc, au cours de cette séance, ce qu'on va essayer de faire, c'est de valider, à l'issue de cette séance plutôt, on va vous permettre de valider l'existence d'une demande auprès des clients ou pas, à travers le développement de votre prototype. Vous verrez pourquoi. On va aussi vous aider à mettre en place les premiers tests utilisateurs. Donc, tests utilisateurs slash clients, ce sont des tests qui vont vous permettre de savoir, en fait, avant de faire quoi que ce soit, qui soit un produit ou un service sophistiqué, comme par exemple votre pompe à eau, essayer de voir comment est-ce qu'on peut développer quelque chose qui aide les gens à pomper de l'eau, mais qui ne soit peut-être pas, en tout cas dans votre cas, mais qui ne soit pas la solution sophistiquée. Pourquoi? Parce que c'est super important d'avoir un processus dans lequel vous améliorez de manière continue votre produit et vous ne démarrez pas directement avec un produit fini qui, au final, a peut-être autant de chances de risque qu'un MVP. Et enfin, on va vous permettre d'être outillé pour développer un prototype de solution dans des délais courts et avec des ressources limitées. Donc, ça répond un peu à votre inquiétude vis-à-vis du fait que vous manquez de ressources financières. Donc, ce qu'on veut vous aider à faire à travers cette séance, c'est vraiment essayer de concevoir des tests qui ne vous coûtent pas si cher que ça et qui vous permettent de pouvoir valider le fait que vos clients en ont vraiment besoin et qui sont prêts à payer pour le faire. Pourquoi? Parce que c'est super important d'avoir des certitudes avant de partir, comme j'ai dit, sur un produit sophistiqué, de savoir s'il y a une demande en fait. Parce que s'il n'y a pas de demande, vous n'aurez pas la possibilité en fait de pouvoir créer de la valeur pour ses clients et de maintenir votre activité plus longtemps que ça. D'accord? Donc, hop là. Ok, oh là. Donc, ma deuxième question, c'est peut-être de vous demander, selon vous, comment est-ce qu'on définit le prototypage? C'est quoi le prototypage pour vous? Je vous demanderai de mettre très, très rapidement dans la conversation vos réponses, histoire qu'on puisse avancer. Selon vous, c'est quoi le prototypage? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous laisse 2 petites minutes pour me dire qu'est-ce que c'est le prototypage.
Alors, on n'a pas de réaction. Tout le monde sait ce que c'est le prototypage, du coup. Bon, visiblement, ah, d'accord. Demba Diaye, merci. Demba Diaye qui dit que le prototypage est une démarche qui consiste à réaliser un exemplaire incomplet et non définitif de ce qui pourrait être le produit ou l'objet final. Et Dawad qui dit c'est le fait de tester son produit avant de le mettre sur le marché. Merci beaucoup. Du coup, je n'ai pas besoin de faire cette séance, vu que vous savez tout. Je m'en vais. On va couper le call. Merci, au revoir. Je rigole. Mais très bonne réponse. Rokhaya Sissé qui dit oui, c'est le fait de tester un produit avant l'utilisation. Très bien. Demba Ndiaye, Dawad et Rokhaya Sissé, merci beaucoup parce que c'est très complet. En effet, le prototypage, c'est une pratique qui vise à construire de manière rapide, brute et peu coûteuse les concepts de l'idée pour apprendre sur la désirabilité, la faisabilité des propositions de valeur et des business models. Donc, le prototype permet donc d'explorer les possibilités et de tester et construire des produits et des services réels. Comme vous l'avez dit, Demba Ndiaye, le prototypage, c'est le fait de faire quelque chose, un exemplaire incomplet et non définitif de ce que vous voulez faire, de la direction dans laquelle vous voulez aller. Et c'est super important quand on développe un produit, on peut même le faire pour un service, vous allez le voir tout à l'heure, parce que ça vous permet de pouvoir apprendre sur votre produit par rapport à la désirabilité. Donc, la désirabilité, c'est l'appétence des clients, des personnes qui vont l'utiliser. Est-ce que ce que je veux faire, au final, ça va attirer les gens? En termes de faisabilité, est-ce que c'est faisable de le faire? Parce que si vous avez juste une idée, je ne sais pas, une idée très innovante de, je ne sais pas, comme je le dis souvent, euh, de, de prendre l'exemple d'une start-up qui veut recycler l'eau de la douche pour se redoucher avec. Est-ce qu'en termes de faisabilité, c'est quelque chose qui est faisable à faire? Vous n'avez pas de certitude. Et pour pouvoir le savoir, ben, il faut pouvoir faire des prototypes. Et enfin, en termes de viabilité, le prototypage permet de savoir si la manière dont vous faites le produit, en tout cas dans sa version brute, non définitive et incomplète, est-ce qu'au final, c'est quelque chose que vous pouvez maintenir dans le temps? Parce que si vous vous rendez compte au cours de votre prototype que le prototype vous coûte déjà extrêmement cher et qu'en face, les clients ne sont pas prêts à l'acheter, ça vous donne même un indicateur sur le fait que ça ne sert à rien de faire quelque chose d'aussi sophistiqué parce que les gens ne pourront pas le payer. D'accord? Donc, super, super important, tant que vous êtes à l'étape d'étude de marché, à l'étape d'idéation ou bien même à l'étape de conception de l'offre, que vous ayez en tête que le prototypage, c'est vraiment la phase dans laquelle vous allez tester encore plus les certitudes vis-à-vis de votre produit ou de votre service. Donc, le prototypage, il y a différents types de prototypes, d'accord? On a différents types de prototypes qui existent, mais avant de parler de ça, on va revenir sur les objectifs très rapidement, hein. Le prototypage d'un produit ou d'un service répond en général à 3 objectifs différents. Le premier, comme j'ai dit, c'est tester la pertinence d'une proposition de valeur. Dans votre cas, si je prends l'exemple de la personne qui aujourd'hui parlait de Dawad, qui parlait de de faire une pompe à eau, le fait de peut-être faire un prototype, qu'il soit complexe ou non. Alors, je vais répondre à la question de Marie-Madeleine tout de suite. Mais si par exemple, vous avez une idée de faire une pompe à eau qui va permettre de pouvoir puiser de l'eau dans un puits à plus de 80 mètres. Avant de concevoir cette pompe-là, vous allez peut-être justement commencer à tester des choses qui permettent aussi de pomper l'eau, ou en tout cas de puiser l'eau euh, à cette hauteur-là, à cette profondeur-là. Et si vous vous rendez compte que ça vous permet de le faire, euh, mais pas comme vous voulez, on va dire, euh, exemple, si vous le faites de manière manuelle, bah, vous permettez à votre client, oh là, il y a quelqu'un qui, un micro allumé, s'il vous plaît. Alors, je vais couper les micros.
Pardon, j'étais en train de parler, le micro fermé. Merci, Bara. Donc, pour tester la désirabilité d'un produit, le tester, en tout cas, vous permet de pouvoir valider la compréhension d'un problème. Si votre idée, c'est de pouvoir mettre en place un prototype de mettre en place une pompe à eau et que vous vous rendez compte que pour cette pompe à eau, le fait de mettre une pompe électrique, ça va être bien, mais peut-être qu'il y a un autre système qui vous permet de le faire en moins cher et en moins coûteux. Le fait de le faire va vous permettre de pouvoir tester si vous allez dans le bon sens ou pas, d'accord? En le faisant aussi, vous allez pouvoir tester est-ce que ce prototype est faisable ou en tout cas fonctionnel ou pas. Dans quel sens? Ça veut dire que vous allez peut-être vous rendre compte que le fait de mettre en place un produit, une pompe à eau manuelle, c'est bien, mais il y a peut-être d'autres éléments qui vont permettre de le faire plus vite et mieux. D'accord? Et surtout, peut-être mettre en place cette pompe à eau manuelle vous permettra de vous rendre compte est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça? S'ils sont prêts à payer pour ça, ça veut peut-être dire qu'ils sont prêts à payer pour autre chose, en mieux. Mais s'ils ne sont pas prêts déjà à payer pour cette version-là non aboutie, mais qui permet quand même de résoudre le job, il faut que vous posez des questions par rapport à l'appétence de cette solution-là, la solution et de la proposition de valeur. Donc, il y a Marie-Madeleine qui demande, est-ce qu'on peut tester tous les produits et les services? Une crèche, par exemple. Oui, on va le voir que vous pouvez tester, des produits et même des services à travers différents moyens qui vous permettront de le faire. On va les présenter tout à l'heure. Mais oui, c'est plus facile, j'ai l'impression, de tester, de faire un prototype de produit que de service. Parce que le produit, c'est une expérience sensorielle. Vous le voyez, vous le touchez, alors qu'un service, c'est quelque chose que vous vivez. Mais vous pouvez quand même faire un prototype de service. Un prototype de service, c'est quoi? C'est le fait d'offrir un service, mais pas de manière complète. D'accord? Vous permettez de faire une partie du service, pas entièrement. Mais le fait de faire cette partie-là vous permet de valider une fois de plus la désirabilité, c'est-à-dire est-ce que vous arrivez vraiment à résoudre un problème ou est-ce que le problème que vous essayez de résoudre est pertinent? Donc, s'il est pertinent, ça veut dire que les gens vont aller vers ça. S'il n'est pas pertinent, les gens n'iront pas vers ça. Ça vous permet de tester la faisabilité pour vous. Est-ce qu'au final, le fait de faire ce bout de service-là est faisable pour vous? Est-ce que vous avez les compétences? Est-ce que vous avez les ressources? Et enfin, est-ce que c'est viable? C'est-à-dire, est-ce que sur la durée, c'est quelque chose que vous pourrez faire avec un volume plus important et avec plus de personnes? D'accord? Donc, une fois de plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la mettre dans la conversation. Et j'espère, Marie-Madeleine, que j'ai répondu à votre réponse correctement. À votre question, pardon. Donc, on a différents types de prototypes aussi qui existent. On a les proof of concept. Donc, les proof of concept, c'est les preuves de concept. C'est généralement le fait de démontrer le potentiel d'une opportunité ou la faisabilité d'un aspect d'un produit. Un proof of concept, c'est tout bêtement une sorte de maquette ou un croquis que vous allez faire qui va montrer le potentiel d'une opportunité ou d'un produit. Exemple, dans le cas, une fois de plus, de la pompe à eau, le proof of concept de la pompe à eau, ça va probablement être le fait de dessiner sur une feuille comment va se matérialiser cette pompe à eau. D'accord? En termes de fidélité, on va l'aborder tout à l'heure. Ce n'est pas très fidèle parce que c'est quelque chose de statique, mais ça vous permet au moins de pouvoir visualiser dans un sens comment est-ce que ça va se faire. Ensuite, on a le prototype, donc, qui est un niveau de fidélité moyen, qui est déjà plus important que la preuve du concept, qui permet en fait de pouvoir simuler l'interaction finale avec le produit ou le service. Et c'est quelque chose qui va pouvoir vous permettre de pouvoir tester l'utilité du produit, certaines fonctionnalités et de pouvoir voir à quel point est-ce qu'il est accessible. D'accord? Donc, un prototype, ça peut être… j'aime beaucoup utiliser cet exemple-là. Je n'ai pas de stylo. Là. Je vais essayer d'en prendre un rapidement. Attendez, bougez pas. Donc, ça, c'est les surprises du direct. J'arrive tout de suite.
Là. Donc, je ne sais pas si ma caméra est toujours allumée. Ah, ouais, elle est toujours allumée. Donc, je ne sais pas si vous me voyez du coup. Alors, je vais vous montrer ce que c'est un prototype. Donc, un prototype, c'est ça. Un prototype, c'est la coque, dans le cas d'un stylo, c'est la coque d'un stylo, d'accord? C'est ce qui vous permet de simuler l'interaction avec le produit. Donc, prototype d'un stylo, c'est la coque. Vous voyez, il n'y a pas la mine, il n'y a pas l'encre, il n'y a pas le bouchon, c'est juste la coque. Donc, en faisant ça, je permets un peu de tester, est-ce que je suis à l'aise avec le stylo, est-ce que ça tient dans ma main, est-ce que c'est confortable, etc. Donc, c'est toutes ces choses-là que vous permettez de faire avec le prototype, d'accord? Mais, comme vous pouvez le voir, je ne peux pas écrire avec le prototype. Je simule une interaction, mais je ne remplis pas de job. Je ne peux pas écrire avec la coque du stylo. Par contre, un produit minimum viable, c'est quelque chose, un prototype aussi, donc semi-fonctionnel, semi-final, qui vous permet de résoudre le problème d'un client. Donc, dans notre cas du stylo, c'est la tige avec la mine. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec la mine et la tige, je permets d'écrire. Vous voyez, je peux écrire. Ce n'est pas un stylo complètement, mais au moins, je permets de faire le job. Et l'idéal, en fait, avec le produit minimum viable, c'est le fait qu'avec ce produit-là, vous partez petit à petit, vous parvenez petit à petit à développer ce qui deviendra une version probablement 155 où vous allez avoir le stylo final. D'accord? Donc, prototype, c'est très intéressant pour pouvoir visualiser, etc. Mais MVP, c'est ce qui vous permet de pouvoir développer de manière fonctionnelle votre produit et de manière vraiment constante. D'accord? Comme le dit Rokhaya Cissé, effectivement, ce n'est pas confortable. Ce n'est pas confortable, mais ici, vous testez votre capacité à pouvoir répondre aux besoins du client. D'accord? Parce qu'à la fin de la journée, le prototype, c'est bien, c'est intéressant, mais tant que vous n'arrivez pas à répondre aux besoins de votre client, vous n'allez pas pouvoir avoir des retours fiables, en fait, sur votre capacité à répondre aux besoins du client. D'accord? Donc, ça, c'est le prototype, ça, c'est le MVP et ça, c'est le produit final. Et pour arriver à ce produit final, il va falloir que vous allez à la rencontre de vos clients, il va falloir que vous leur fassiez tester votre produit ou votre service. Et grâce au retour des clients qui vont vous donner en vous disant que ça, c'est pas très confortable, ça, c'est ci, ça, c'est ça, ben, vous allez arriver à développer un produit qui va être en phase avec les besoins des clients. Et ce que je disais en tout début d'introduction, c'est que la plupart du temps, les entrepreneurs veulent directement avoir le stylo fini. Alors que c'est vrai, c'est bien, c'est mieux peut-être, mais au final, il y a énormément de retours de clients que vous n'arriverez peut-être pas à avoir parce que le client va juste regarder le stylo et dire peut-être ça me convient ou bien ça ne me convient pas, mais sans pour autant aller dans le détail par rapport à ça. D'accord? Donc, à travers le MVP, on permet de pouvoir résoudre le besoin et affiner surtout sa proposition de valeur grâce à des alternatives rapides et peu coûteuses. Donc, un prototype de solution, c'est en fait un produit minimum viable, c'est un MVP, d'accord? Donc, c'est une partie de votre produit ou de votre service qui n'est pas complet, qui n'est pas définitif, mais qui en tout cas vous permettra d'aider votre client à résoudre une problématique. Si je prends par exemple le cas d'une personne qui a des maux de tête, si vous n'êtes pas en mesure de lui apporter le Doliprane ou le paracétamol, vous pourrez peut-être tester des alternatives qui lui permettront en tout cas d'atténuer une certaine douleur. Vous ne pourrez peut-être pas le faire entièrement dans un premier temps, mais le fait de le développer de manière progressive, cette solution qui lui permettrait d'atténuer ses maux de tête, d'huile de menthe poivrée ou autre chose, vous permettra de vous rapprocher au mieux de ses besoins et surtout de les maîtriser. Chose qu'on ne fait pas assez parce qu'on pense qu'on apporte une solution comme ça, alors qu'au final, il faut qu'elle puisse être en phase avec les besoins des clients.
Donc, voilà pour le produit minimum viable. Donc, le produit minimum viable répond à 5 caractéristiques, je dirais même 6. Le premier, c'est qu'il est basique. Donc, il peut être aussi basique qu'une feuille Excel. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure pour le cas du service, le produit minimum viable d'un service, par exemple un service de mise en relation, ça peut être une feuille Excel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une plateforme de mise en relation, le job, c'est quoi? C'est qu'elle met en relation une personne et une autre. Vous le faites à travers le canal qui est la plateforme. Mais une mise en relation, vous pouvez aussi le faire de manière manuelle. Il ne faut pas forcément que ce soit automatisé. Et faire des mises en relation, c'est prendre son téléphone portable, prendre une feuille Excel avec 2 pages, une page avec le nom des personnes qui offrent un service et sur la deuxième feuille, le nom des personnes qui demandent des services. Et le fait de prendre le numéro d'une personne qui en a besoin et qui offre, c'est une mise en relation. Donc aujourd'hui, l'outil qui permet de le faire, c'est potentiellement une feuille Excel ou c'est une feuille de papier. D'accord? Donc, quand on parle de produit minimum viable, il faut vraiment percevoir en fait le canal par lequel vous allez résoudre un problème. D'accord? C'est essentiellement ça. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous faites un fichier Excel que c'est votre produit final. Non. Aujourd'hui, le produit permet de résoudre un problème et c'est un canal qui permet de le faire. Vous avez différents moyens qui vous permettent aussi de le faire, mais ce moyen-là n'est pas fixe, d'accord? Et c'est au cours de cette aventure-là, au tout début d'ailleurs, que vous allez tester différentes alternatives qui vous permettront de trouver le moyen qui permet de résoudre de manière précise et complète les besoins de ce client-là. D'accord? Donc, le produit minimum viable, ce qu'il faut également garder en tête, c'est qu'il doit être concret et résoudre le problème d'un client. Ça ne sert à rien de se dire que vous allez développer un MVP de, je sais pas, d'une coque de stylo. Parce que ça, c'est un prototype. Ça ne résout pas le problème d'un client. Ça permet de simuler l'interaction, mais ça ne permet pas de résoudre le problème d'un client. Par contre, avoir un crayon à papier, avoir une tige, ça résout le problème du client de manière partielle, mais en tout cas, ça permet de résoudre le client. D'accord? Un prototype de solution doit être aussi rapide. D'accord? Vous n'avez pas besoin de le faire en plusieurs années. Sinon, ça ne sert à rien en fait. Pourquoi? Parce que l'idéal, c'est de pouvoir tester rapidement la manière dont vous allez mettre en place ce MVP-là et surtout, c'est de tester est-ce que vous arrivez à résoudre les besoins des clients ou pas. D'accord? Donc, normalement, ça doit vous prendre quelques jours ou quelques semaines, pas plus. Ce MVP-là, il doit également être peu coûteux. D'accord? Parce que, étant donné que vous êtes dans une phase d'apprentissage dans laquelle vous testez des solutions, ça ne sert à rien de mettre beaucoup d'argent dans quelque chose qui, au final, ne va peut-être pas être une solution déjà définitive et qui ne permettra peut-être pas de résoudre correctement les besoins de votre client. D'accord? Donc, il faut toujours partir sur des solutions cheap, des peu coûteuses qui vous permettent en tout cas de pouvoir résoudre le problème. D'accord? Si, par exemple, vous parlez d'un prototype de service d'une crèche, vous n'avez pas besoin dans un premier temps pour pouvoir, parce que une crèche, voilà, la crèche, pour moi, c'est un canal, d'accord? Pour, entre guillemets, la proposition de valeur, c'est s'occuper d'enfants, faire en sorte qu'ils soient épanouis. Donc, si ma proposition de valeur, c'est faire en sorte qu'ils soient épanouis, épanouir des enfants, ce n'est pas forcément dans une crèche. Vous pouvez le faire dans un autre lieu, vous pouvez le faire dans d'autres circonstances. Donc, ce que vous allez tester, c'est votre capacité à résoudre cette proposition de valeur. En tout cas, à résoudre le problème de vos clients. Donc, avant de faire une crèche en prototype, non. Vous allez peut-être faire un service de garderie pendant une demi-journée qui vous permet de pouvoir tester votre proposition de valeur. Donc, ça, c'est basique. Vous n'avez pas besoin de construire un endroit pour le faire. Vous pouvez juste louer une salle ou une maison pour garder les enfants pendant une durée déterminée. Imaginons, voilà, vous gardez les enfants pour tester, en tout cas en termes de MVP, vous pouvez proposer cela les mercredis après-midi, voilà, pendant 4 heures. Ça doit être rapide à mettre en place, ça doit être peu coûteux, ça ne doit pas vous coûter beaucoup d'argent de
de mettre en place ce test-là, et ça doit vous coûter en plus moins que de mettre en place une crèche. Ça doit être mesurable. Parce qu'à travers ce test-là, vous devez être en mesure de collecter des données, c'est-à-dire le nombre de personnes que vous avez contactées, le nombre de personnes qui viennent, combien est-ce que ça vous a pris comme temps, combien est-ce que ça vous a coûté, parce que toutes ces informations-là vont vous permettre justement d'améliorer votre service. Si vous avez testé sur 4 heures le fait de garder 20 enfants, vous allez voir que pour garder 20 enfants, il me faut X, Y, Z. Et si je veux aujourd'hui garder 100 enfants, je sais qu'à partir du test que j'ai réalisé, je vais pouvoir peut-être mieux allouer mes ressources. D'accord? Donc, très important d'avoir en tête que le MVP, ça vous permet de pouvoir résoudre un produit ou un service. Comme j'expliquais tout à l'heure, hein, pour le MVP, il ne faut pas penser qu'un MVP, c'est mettre une roue, une deuxième roue, une coque et ça fait une voiture. Non. Le MVP, c'est de se dire comment est-ce que j'arrive à résoudre ma proposition de valeur. Donc, si dans le cadre d'une voiture, la proposition de valeur, c'est de pouvoir se déplacer d'un point A à un point B, aujourd'hui, un skateboard vous permet de vous déplacer d'un point A à un point B. Ça ne résout pas totalement la problématique, mais en tout cas, ça vous permet de faire ce job-là, d'accord? Et grâce au retour du client, vous allez pouvoir vous dire, OK, skateboard, c'est bien, mais c'est peut-être pas très sécurisant. OK, vous allez développer, comment dire, une trottinette. C'est bien, mais c'est peut-être pas assez rapide. OK, donc là, je vais améliorer, je vais proposer un vélo. C'est bien, mais c'est toujours pas aussi rapide. Donc là, vous mettez en place une moto. C'est bien, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on n'a pas juste posé un élément à gauche, un autre élément à droite, et on dit que c'est un prototype. Non, non, il faut pouvoir justement faire en sorte que celui-ci puisse être le plus concret et le plus concret possible, en fait. Je n'ai pas d'autres mots que ça, il faut que ce soit concret. Si vous avez des questions, une fois de plus, n'hésitez pas à les mettre dans la conversation. Je vois un message de Ndour qui dit « Bonjour, désolé pour le retard, pas de problème ». Donc, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que quand vous allez développer un prototype de solution, ce n'est pas à tout le monde que vous allez l'adresser, d'accord? Parce que déjà, vous n'allez pas le lancer à proprement parler sur le marché. C'est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir préparer le lancement sur le marché. Parce que vous allez justement tester auprès de quelques personnes, d'accord? Si je prends l'exemple, et si on veut concevoir une voiture Made in Sénégal. Je n'ai pas trop compris la question. Si on veut concevoir une voiture Made in Sénégal, c'est quoi? Je n'ai pas trop compris. Est-ce que vous pouvez donner plus de détails, s'il vous plaît? Il y a un micro qui est allumé. Hop là. Donc, ce que je disais juste avant, c'est que pour pouvoir mettre en place un MVP, il faut garder en tête que vous n'allez pas le concevoir, en tout cas pour tout le monde. Quand, par exemple, vous voulez tester votre capacité à, je ne sais pas, vous avez un service de restauration et vous voulez tester votre capacité à pouvoir faire des produits de qualité. Vous n'allez pas directement ouvrir une boutique et puis voilà, non. Vous allez d'abord peut-être faire un événement durant lequel les gens vont manger ce que vous faites et vous donner des retours. Et ces personnes-là, ça ne va pas être des personnes que vous avez juste voilà, pris dans la rue, ramassées et dire « venez goûter ». Non. L'idéal serait que ce soit des personnes qui soient ce qu'on appelle des adopteurs précoces. Donc, ce sont des personnes qui, aujourd'hui, vous font assez confiance pour pouvoir vous donner des retours constructifs et pour pouvoir tester votre solution. Et qui sont aussi probablement des personnes qui sont habituées à tester de nouvelles choses ou avoir des nouvelles pratiques innovantes, d'accord? Pourquoi? Parce que ces personnes-là qui ont l'habitude de tester des nouvelles choses, si jamais ça se passe mal, elles ne vont pas être frustrées comme des personnes qui sont ce qu'on appelle la majorité large, d'accord? Je ne sais pas si tout le monde connaît le processus d'adoption d'une innovation, qui est en fait une sorte de courbe dans laquelle, en fait, il y a différentes phases de diffusion d'une innovation. D'abord, vous avez les innovateurs qui représentent 3% de la population, on va dire, qui, quand il y a un nouveau truc, eux, c'est les premiers à tester.
Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les adopteurs précoces, qui sont eux, justement, les gens qui vont tester après les innovateurs. Donc, qui ont une capacité de diffusion importante parce qu'ils sont perçus comme étant, on va dire, des ambassadeurs de nouvelles pratiques, ou en tout cas, quand eux font quelque chose, les gens vont recopier. Et ils le font parce que ils savent que ce sont des gens innovants. Et après, vous avez la majorité, donc la majorité précoce et la majorité tardive, qui là représentent, on va dire, 66% de la population. Donc, en grande majorité, les gens qui vont tester quelque chose une fois que d'autres personnes l'ont déjà fait. D'accord? Donc, quand vous allez développer votre prototype de solution, il va être très important de regarder justement qui sont vos adopteurs précoces, qui sont les personnes qui sont enclins à vous donner des retours constructifs et qui, en plus de ça, sont des personnes qui font face à ce besoin-là et qui pourraient vous donner des retours constructifs. D'accord? Donc, si je prends l'exemple de la personne qui a parlé de la crèche tout à l'heure, les adopteurs précoces, ça ne va pas juste être des personnes que vous allez ramasser dans la rue et dire « je vais garder vos enfants ». Non, ça va être des personnes qui sont probablement dans votre entourage et qui vous font assez confiance pour tester votre produit ou votre service. Ce sont des personnes qui également, et ça c'est important, qui font face aux besoins et qui aujourd'hui utilisent déjà des alternatives, mais qui ne sont peut-être pas satisfaisantes pour elles. Pourquoi? Parce qu'une personne qui a déjà aujourd'hui, qui vous connaît, hein, mais qui a déjà une alternative qui répond à son besoin, elle va pas être très intéressée par vous donner des retours, on va dire, constructifs. Alors qu'une personne qui, elle, de base, fait face à ce besoin-là, vous allez voir que ça va être tout naturel qu'elle va vous donner des retours pour pouvoir l'améliorer. D'accord? Donc, voilà un petit peu. Donc, parmi les prototypes de basse fidélité, qui sont, une fois de plus, là, ce que je vais présenter, ce ne sont pas des MVP, hein. Ce sont simplement des prototypes qui vous permettent de simuler l'interaction avec le client et qui vous permettent juste de simuler l'interaction. Mais ce n'est pas quelque chose qui vous permet de résoudre le problème du client. Okay? Je le présente juste parce que je pense qu'il y a des personnes qui peuvent y penser, mais c'est important de dire que dans tous les cas, avant de développer un MVP, vous allez peut-être développer un prototype. Et c'est ce prototype-là qui va vous permettre de pouvoir développer un MVP. Okay? Donc, vous avez le storyboard client, donc, qui vous permet en fait de décomposer les différentes étapes clés du client et comment est-ce que vous allez créer de la valeur pour ce client. D'accord? Donc, l'avantage, c'est qu'il vous permet de vraiment vous assurer que vous avez bien compris le comportement du client. Ça va vous permettre également d'identifier quels sont les problèmes principaux du client au cours de ce parcours-là, donc ce parcours de client. Et enfin, il va vous permettre de tester la pertinence de votre solution avant de la concevoir, d'accord? Et avant de la lancer sur le marché. Donc, un storyboard client, hein, tout bêtement, c'est avoir une sorte de frise où vous allez décomposer l'étape le processus de client de votre solution. Si je prends par exemple l'exemple d'une crèche, je vais dessiner une scène dans laquelle j'ai une maman qui est débordée et qui n'a personne pour garder son enfant. Ensuite, elle appelle une personne. Ensuite, la personne vient chercher son enfant. Ensuite, on voit la personne s'occuper de son enfant épanoui. Ensuite, la maman va chercher son enfant et elle est contente. Voilà. Vous voyez, donc là, c'est le storyboard. Ça ne vous permet pas de résoudre le problème du client, mais ça vous permet en tout cas d'envisager ou de permettre à ce client de visualiser est-ce que s'il propose une solution, si vous proposez une solution, est-ce que c'est quelque chose qui peut être en phase? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez, est-ce que vous avez bien compris en fait le parcours du client, d'accord? Donc, pour le faire, vous avez des outils comme Canva, qui sont des outils que j'utilise d'ailleurs pour faire cette présentation, ou d'autres outils comme storyboardstats.com, qui est une plateforme qui vous permet justement de pouvoir mettre en place ce parcours utilisateur. Ensuite, vous avez la vidéo explicative qui, elle aussi, ne permet pas de résoudre le problème du client, mais qui permet d'expliquer de manière simple, engageante et attrayante l'idée que vous voulez tester. Une fois de plus, je prends l'exemple de peut-être la pompe. Le fait de faire une vidéo
pour expliquer peut-être le problème, comment est-ce que vous allez les résoudre et les avantages. Même si vous n'avez pas encore mis en place la solution, ça peut permettre aux personnes de savoir en fait si est-ce que c'est quelque chose qui est en phase avec ce que vous voulez proposer ou pas. D'accord? Donc, ça permet, comme je l'ai dit, de mesurer la pertinence et la désirabilité de la proposition de valeur et de la solution auprès du client. Et ça permet également de comprendre et de visualiser comment la solution permet de résoudre un problème. Donc, généralement, quand on fait ces vidéos explicatives, on les met sur les réseaux sociaux. On essaie de voir, en fait, en termes d'engagement, est-ce que après cette vidéo-là, vous avez, entre guillemets, un buzz ou s'il y a des gens qui vous demandent où est le produit, etc., etc. Donc, le fait de faire ça vous permet de savoir si vous recevez des appels à n'en plus finir, des gens qui vous disent « j'ai besoin de ci, ça, ça », ça va vous conforter sur le fait qu'il faut peut-être que vous développiez de manière urgente ce produit ou ce service. Alors que si vous voyez que les gens ne réagissent pas, les gens, en tout cas, quand je dis les gens, ce sont vos clients cibles, hein, on est bien d'accord sur ça. Ne vous attendez pas à ce que si c'est juste les gens de votre famille qui likent, bon, c'est pas le plus intéressant. C'est pas parce qu'ils vont liker ou qu'ils vont partager ou qu'ils vont vous demander, ils vont vous dire félicitations que c'est forcément dans ce sens-là qu'il faut aller, d'accord? Parce que les gens qui sont dans votre entourage vont vous supporter, entre guillemets, dans tous les cas, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont acheter, d'accord? Donc, le plus important, c'est de collecter des retours auprès des utilisateurs que vous ciblez, ou en tout cas des clients ciblés, pour voir est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ou pas. Enfin, on a une autre alternative, donc un autre prototype qui vous permet de voir est-ce que c'est quelque chose qui est en phase, c'est de pouvoir tester, de mettre en place, de concevoir l'emballage d'un produit final de manière attrayante et la présenter aux clients potentiels pour mesurer le niveau d'appétence de ces derniers. Ça veut dire, si aujourd'hui je veux mettre en place, je dis au hasard, je sais pas, je veux développer un service où je fais des muffins, mais je n'ai pas encore fait les muffins. Mon MVP, ça va être de faire des muffins, une première version des muffins et de voir si les gens aiment. Mais un prototype, je ne vous demande pas de dessiner des muffins. Ça ne va pas être de dessiner des muffins. Ça va être peut-être de faire l'emballage des muffins, mettre l'étiquette très nice, etc. et de voir est-ce que les gens seraient prêts déjà à acheter la boîte. Pourquoi? Parce que pour un certain nombre de produits et de services, vous allez très vite vous rendre compte qu'au-delà du contenu, c'est le contenant qui est très important. Je parle surtout des produits alimentaires, des produits cosmétiques qui sont des produits qui, même si aujourd'hui votre huile ou votre crème elle est de qualité, si le contenant, c'est-à-dire la boîte, n'est pas attrayante, les gens ne vont pas acheter. Donc, une manière de pouvoir tester ça, c'est peut-être de travailler sur l'emballage d'abord, de le présenter aux clients et de voir est-ce qu'ils ont... il y a un engagement qui peut se créer avec eux. Est-ce qu'ils sont potentiellement intéressés? Est-ce qu'ils sont prêts à faire des commandes, etc. D'accord? Vous allez penser que c'est utopiste, mais pour moi, c'est des solutions qui sont totalement faisables et qui permettent de pouvoir tester avant même de partir sur des choses complexes s'il y a une désirabilité vis-à-vis de votre produit ou pas. Vous avez également pour les, comment on appelle ça, les applications, les gens qui veulent développer des applications ou des sites internet, ce qu'on appelle des wireframes. Les wireframes, ce sont des maquettes digitales qui vous permettent de pouvoir développer le design d'un site internet. Alors, on a un enfant qui a un commentaire, ma joie. Hop là. Je mets juste en mute. Très bien. Alors, donc la maquette digitale, c'est un peu comme le storyboard. Ça vous permet de pouvoir juste designer la manière dont l'interface va se matérialiser. Vous ne pouvez pas, on va dire, vous ne pouvez pas
directement faire une action avec, mais vous pouvez au moins regarder comment est-ce que le site ou l'application, à quel point est-ce qu'il sera nice. Donc ça, pour le faire, vous avez des applications qui s'appellent Adobe Fireworks, vous avez Keynote, vous avez Axure, vous avez proto.io et le site wireframe.cc qui vous permettent de pouvoir aujourd'hui, si vous avez une application mobile ou web, de pouvoir développer l'interface et de pouvoir voir de tester auprès de vos utilisateurs, est-ce que c'est un site qui est ergonomique, est-ce que c'est facile d'utilisation, etc. Donc, on a le prototype cliquable qui est, lui, à l'opposé de la maquette, qui vous permet de naviguer, en fait, ou en tout cas de tester le parcours de navigation. Une fois de plus, c'est la même chose si vous développez un site Internet ou si vous développez une application. Vous avez des boutons donc, qui vous permettent de faire comme si vous étiez en train de faire une action sur l'application, sauf que vous ne la faites pas. Et ça vous permet juste de, si vous voulez développer une application mobile ou web, de ne pas prendre beaucoup de temps à développer l'application même, en fait. Pourquoi? Parce que si vous travaillez sur toutes les fonctionnalités et que le parcours utilisateur n'est pas nice, on va dire, bah, ça ne servira à rien. D'accord? Donc, c'est très important, avant de développer une application web ou mobile, de pouvoir tester le parcours d'utilisateur à travers justement ce prototype cliquable qui vous permet de pouvoir le mettre entre les mains d'un utilisateur et de pouvoir vous donner les retours qu'il faut. D'accord? Donc, pour faire des prototypes cliquables, vous pouvez aller sur marvel.com. Et par contre, pour faire ça, il faut quand même avoir des compétences en design. Si vous avez des designers autour de vous qui peuvent vous aider pour le développement de ce prototype-là, ça peut être aussi très intéressant. Donc là, on a abordé tout à l'heure toutes les solutions, les prototypes en tout cas, qui vous permettent de pouvoir tester la désirabilité. Mais une fois de plus, ce ne sont pas des MVP qu'on a vu tout à l'heure, ce sont beaucoup plus des solutions qui vous permettent de vous conforter par rapport à l'élaboration d'une solution ou pas. Donc, là, on va voir quelles sont les différentes alternatives qui vous permettent de tester votre capacité à résoudre le problème des clients. Donc là, c'est comment mettre en place un MVP. Donc, pour mettre en place un MVP, il y a différentes approches, d'accord? Donc, on a l'approche qui s'appelle Wizard OS, qui est en fait le fait de délivrer manuellement un service à l'insu de ce client précoce. D'accord? Donc, l'intérêt à travers cette technique-là, c'est de pouvoir vous familiariser avec le processus de création de valeur. Donc, c'est-à-dire, si aujourd'hui, comme on a pris par exemple l'exemple du service de crèche, ça vous permet de savoir comment est-ce qu'en fait on garde des enfants, en fait, comment est-ce qu'on s'occupe d'enfants pendant un certain temps. Et ça vous permet aussi à ceux qui vivent, clients, en tout cas aux clients qui vivent le problème de manière urgente, de pouvoir l'atténuer. Une fois de plus, ce n'est pas une solution finale, ce n'est pas une solution définitive, mais en tout cas, ça vous permet, si par exemple votre pain est de 100%, au moins de pouvoir le réduire à 80%, 60%. Vous voyez? Donc, ça, comment le faire? Si on prend l'exemple de la crèche, c'est, bon, ça par contre, c'est très délicat, je ne vous conseille pas de le faire, c'est de prétendre que vous êtes une crèche et de garder les enfants dans un endroit, tout en laissant penser à vos clients que c'est une crèche. Une fois de plus, je ne vous conseille pas, dans ce cas en particulier, parce que là, on parle d'enfants, on parle de protection des mineurs et tout, donc ce n'est pas l'idéal. Par contre, si aujourd'hui, vous voulez, et ça, c'est beaucoup le cas, vous allez dans les laveries, en tout cas ce qu'on vous dit comme étant laverie ou pressing, vous voyez le magasin, vous voyez les habits derrière, ils vous prennent les éléments, mais dans un sens, vous ne savez pas comment est-ce qu'ils sont lavés. Dans certains cas, vous voyez les machines, dans d'autres, vous ne voyez pas. D'accord? Donc, c'est un peu le système Wizard OS parce que vous payez pour qu'on lave vos habits, mais vous payez, vous ne savez peut-être pas c'est quoi le processus en fait de production. Donc, le processus de production, c'est probablement aller donner à des mamans qui sont dans un terrain vague là pour leur dire de laver. Quand elles ont fini de laver, elles repassent et puis ensuite, vous le mettez dans votre point de retrait et les gens récupèrent leurs habits comme si il y avait des machines qui lavaient derrière. D'accord?
Donc ça, c'est un peu cette approche-là où vous le faites à l'insu de vos clients, mais l'objectif pour vous, c'est de vous familiariser avec le processus de création de valeur. Thomas Mendy, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Oh, désolé. Ok, du coup, je parlais de cette approche Wizard Oz. Vous pouvez aussi le faire pour des services où, par exemple, vous mettez en place une landing page. Donc, on va aborder tout à l'heure c'est quoi une landing page, où vous collectez en fait le besoin des personnes donc à travers un formulaire en ligne. Et une fois que les personnes ont rempli ce formulaire en ligne, là, vous gérez le processus de création de valeur de manière manuelle. Si, par exemple, je prends l'exemple d'un coursier qui va aujourd'hui tester son service de livraison, au lieu peut-être d'acheter un scooter, qui peut être un produit final, vous pouvez peut-être faire de manière avec un vélo ou avec le TER maintenant. Si par exemple vous devez effectuer des courses à Diamniadio, la personne qui va payer, elle va payer pour que vous livrez le produit d'un point A à un point B, dans un sens. Donc, comment est-ce que vous allez le faire dans un sens? Dans certains cas, ce n'est pas forcément leur problème. Donc, si aujourd'hui vous êtes coursier et que vous devez peut-être aller à Diamniadio, au lieu d'avoir peut-être ça va prendre plus de temps, en effet, mais en tout cas, ça va vous familiariser avec le processus de création de valeur. C'est-à-dire que vous allez vous allez retirer le colis, vous allez prendre le TER, vous allez aller à Diamniadio, faire la livraison, et dans tous les cas, la livraison aura été faite, d'accord? Après, ce n'est pas scalable, ce n'est pas viable, on va dire, mais en tout cas, dans un premier temps, ça vous permet de vous familiariser avec le processus de création de valeur. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, un moyen qui vous permet de capturer les requêtes des prototypes de solutions, c'est la landing page. Donc, la landing page, donc en français, c'est la page d'atterrissage. C'est une sorte de mini-site qui vous permet de capturer, il manque certains mots, je suis désolée, je m'excuse, qui vous permet de capturer en fait l'intérêt vis-à-vis de votre produit, de votre service. Donc, vous allez mettre en place une landing page où vous allez mettre en avant les propositions de valeur, mettre en avant les fonctionnalités. En fait, vous allez mettre en avant votre offre. Si vous avez des personnes qui remplissent le formulaire ou qui cliquent sur réserver, précommander, rejoindre l'aventure, là, vous allez vous dire, OK, donc il y a vraiment des gens qui sont prêts à payer pour pouvoir résoudre ce problème-là. D'accord? Donc, c'est un moyen qui vous permet de pouvoir le faire. Il y a la landing page, il y a aussi le formulaire. Au lieu de, entre guillemets, courir après les gens pour qu'ils le fassent, c'est mettre en place un formulaire ou un calendrier où les gens vont, eux, manifester l'intérêt et pas l'inverse. Pourquoi? Parce qu'en courant après les gens, en termes de conversion, ce n'est pas très simple. Alors que si vous, justement, mettez en place un système où vous avez des demandes qui se font, c'est plus simple de pouvoir y répondre. D'accord? Et surtout, vous permettez de pouvoir tester votre offre à travers des expériences qu'on appelle A/B testing. Donc, A/B testing, comme vous pouvez le voir juste là, c'est le fait de pouvoir faire des tests en changeant une variable pour évaluer l'efficacité d'une action. Donc, A/B testing, c'est ça en fait. Vous voyez? Donc, ici, sur la gauche et sur la droite, ce qui est différent, vous voyez là, c'est le bouton. Donc, ici, le bouton, il est mis sur la droite. Ici, il est mis là. L'image est centrée, mais ici, vous voyez que c'est plus foncé et là, c'est plus clair. Et en fait, en faisant des tests, vous essayez de voir quelle est la page, ou en tout cas, quelle est l'offre qui a le plus de répondants. Donc là, vous voyez qu'il y en a 75 et là, 85. Alors que c'est la même chose, sauf qu'on a changé différentes variables pour essayer de voir est-ce qu'on a plus d'engagement vis-à-vis de son client. D'accord? Donc, un exemple illustré, c'est l'exemple d'une start-up qui s'appelle Marché d'Art, qui est un site de petite annonce qui est destiné à la zone nord du Sénégal, dont Saint-Louis est la capitale. Et si aujourd'hui Marché d'Art veut développer son service, comme on l'a dit, de mise en relation entre offres d'opportunités et demandes dans la zone de Saint-Louis, on peut lui suggérer de mettre en place une landing page, d'accord, qui lui permettra de récolter des données pour les pourvoyeurs d'annonces
pour rejoindre la communauté de revendeurs, ça veut dire qu'on va mettre en place la landing page et dans l'un des boutons, on va dire si vous voulez vendre des choses, laissez vos coordonnées. Donc, si vous êtes intéressé, que vous voyez le site, bah, vous allez laisser vos coordonnées, d'accord? Et ensuite, vous allez du coup mettre en avant ces offres-là de ces personnes. Vous avez aussi la possibilité de mettre en ligne 5 articles, peut-être, par exemple, 5 articles de ces personnes-là qui ont des offres. Et si une personne veut acheter, il va falloir qu'elle vous contacte d'abord pour l'acheter, au lieu de faire cette mise en relation directement, d'accord? Donc là, la mise en relation, elle est faite de manuel, mais une fois de plus, vous permettez de pouvoir collecter le besoin et surtout vous permettez de pouvoir vous familiariser avec le processus de création de valeur. C'est manuel, c'est un peu chronophage, on va dire, dans un premier temps, mais le fait de le faire va faire que ça va être plus facile pour vous d'automatiser le processus que de juste faire un site web et le laisser. Pourquoi? Parce que vous vous en rendez bien compte. Hein. Tous les jours, les gens développent des sites Internet, mais ça ne veut pas dire que les gens, que ces sites Internet marchent. Pourquoi? Parce qu'un élément qui est très important quand on développe surtout des plateformes de mise en relation, c'est la communauté. Si vous n'avez pas la communauté qui gravite autour de ça, vous arriverez à rien. D'accord? Donc, très important de l'envisager. On a l'approche aussi qu'on appelle l'approche conciergerie, d'accord? Donc ça, c'est quand, à l'opposé du test que j'ai dit, Wizard Oz, là, les gens savent que vous faites ça de manière manuelle. Exemple, de la blanchisserie que j'ai pris là, les gens savent que bah, y a des femmes derrière qui vont nettoyer ce que vous faites, d'accord? Mais ils vont quand même payer pour le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont un besoin qui est urgent, ils n'ont pas le choix. Et puis surtout, ça vous permet, une fois de plus, comme j'ai dit tout à l'heure, de vous familiariser avec la création de valeur. Ça vous permet aussi de pouvoir définir le processus de chaque étape et de savoir en fait comment est-ce que vous allez faire pour répondre aux besoins de votre client. Et à travers ça aussi, vous allez assigner des tâches aux différents membres de l'équipe et voir un peu votre capacité de manière équipe hein, à pouvoir résoudre des problématiques. D'accord donc voilà un petit peu. Si je prends l'exemple de Samatol, qui est une startup aussi, donc la solution se base sur la création d'une plateforme digitale chargée de collecter des données sur le marché et de mettre en ligne tous les produits récoltés par les producteurs. Donc la ressource clé pour se développer, ça va être l'information, ça va être la communauté et ça va être les canaux qui peuvent donc être multiples pourvu qu'ils correspondent à la cible. Donc, si aujourd'hui vous voulez mettre en place une solution ou une plateforme qui vous permet de mettre régulièrement, de partager les informations par rapport aux données du marché, avant de faire une plateforme, vous allez peut-être dans un premier temps faire un groupe WhatsApp ou, comme je vous ai dit, l'avantage, c'est la communauté. Donc, le fait d'avoir autour de ce groupe WhatsApp des gens qui vont échanger de l'information, etc., c'est comme ça que l'information va circuler. Et au fur et à mesure, ça va peut-être pas être si intéressant que ça d'avoir un groupe WhatsApp où il y a 500 personnes. Mais si vous basculez ces personnes-là sur un site Internet, c'est là que ça va être plus pertinent. Vous voyez, donc là aussi, c'est un exemple de MVP qui peut être rapidement mis en place. D'accord? Excusez-moi. On a également l'approche match-up. Donc ça, c'est quand on veut développer des services digitaux. L'approche match-up, en fait, c'est le fait d'utiliser des applications qui existent déjà pour résoudre la problématique. OK? Au lieu de développer peut-être un service où vous allez devoir développer telle fonctionnalité, etc., vous allez tout simplement utiliser l'existant. D'accord? Si vous, au lieu de faire une page avec formulaire, etc., aujourd'hui, Google Forms vous permet de pouvoir récolter des données. Si vous avez besoin que les gens, je ne sais pas, fassent une action, vous allez utiliser une application qui vous permet de pouvoir le faire, d'accord? Donc, au final, votre service, ça va être une succession de différents produits ou services qui existent, mais qui permettent toujours de délivrer la valeur à vos clients, OK?
Donc, voilà un petit peu. C'est comme si, en fait, vous faites un peu de la sous-traitance. Où vous utilisez, oui, vous faites de la sous-traitance, en fait. Vous sous-traitez l'activité à d'autres choses, d'autres acteurs, d'autres produits ou services qui existent déjà pour pouvoir résoudre ce problème. Okay, donc, voilà un petit peu. Et aussi un autre moyen qui vous permet peut-être de pouvoir tester l'appétence de vos clients et surtout de verrouiller ces clients. Si vous avez un produit qui est complexe à développer, ça va être le système de précommande. Donc, dans le cas de la personne qui a parlé de la pompe à eau, vous visez des personnes qui sont à Joal. Bon, vous avez parlé des inquiétudes vis-à-vis de l'accessibilité du prix. Si vous avez différentes hypothèses, le fait que les gens ont vraiment besoin de pomper de l'eau, c'est très urgent pour eux, mais qu'en même temps, elles sont prêtes à payer, entre guillemets, le prix pour le faire, ce qui peut vous permettre de tester si c'est réellement le cas, c'est de leur demander des précommandes en disant, écoutez, pour acquérir ce produit-là, qui coûte une certaine somme d'argent, je prends au hasard 100 000 francs, il va falloir que vous me donnez 40 000 francs d'abord pour vous savez que ça va être pour acquérir du matériel de production. Pour le client, vous allez lui présenter que c'est pour valider la commande et qu'ensuite, une fois que le produit sera prêt, il vous donnera les 60%. D'accord? C'est un moyen, en mon sens, hein, et là, je pense qu'on peut avoir un débat intéressant. Vous allez me dire en commentaire si vous pensez que c'est une solution qui fait sens ou pas. Je pense que cette solution permet vraiment de vous assurer à la fin si les gens sont vraiment prêts pour l'acheter ou pas. Parce que tout le monde, au cours de votre processus, va vous dire qu'ils sont intéressés. Tout le monde va vous dire que si le produit est disponible, ils vont l'acheter. Donc, vous n'avez aucune certitude là-dessus. D'accord? Donc, le meilleur moyen pour moi de pouvoir avoir des certitudes sur le nombre de clients qui va potentiellement acheter ce que vous faites et de pouvoir aussi couvrir certains coûts qui sont nécessaires à la production, ça va être de faire ce système de précommande-là. Mais ce qu'il faut aussi avoir en tête en termes de limites, c'est que ça, vous ne pouvez pas vous baser sur 500 clients pour lancer la production de quelque chose. Non. Si vous avez peut-être 10 clients pour lancer la production, c'est là que ça peut être intéressant. Mais si vous avez plus de 10 clients, c'est très compliqué après à gérer. Et surtout, si vous collectez aujourd'hui votre argent, vous avez la pression parce qu'il va falloir que vous délivrez votre produit ou votre service dans des délais qui sont raisonnables. D'accord? Vous n'allez pas prendre l'argent des gens en précommande et les laisser 2 mois comme ça en disant oui, mais c'est en cours. Non. Il faut être sûr de ce que vous faites. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être pas adapté pour tout le monde. OK? Donc, pour finir un peu ce module, l'un des moyens en tout cas, l'une des choses qui est très importante d'avoir en tête quand on teste son prototype de solution, c'est de collecter des données, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et collecter des données, c'est crucial parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir apprendre déjà, et c'est grâce à ces données que vous allez pouvoir prendre des décisions pour poursuivre dans la lancée dans laquelle vous êtes ou vous dire c'est pas du tout pertinent, il faut que je pivote. D'accord? Donc pivoter, c'est le fait de repenser son projet ou en tout cas de le réorganiser. Ok? Donc le but à travers cette phase de test-là, c'est pas d'avoir des retours positifs en soi, hein, de manière très honnête, parce que j'ai l'impression, et vous me direz en commentaire si c'est le cas, on veut toujours forcément avoir des retours positifs des gens, alors que je ne pense pas qu'on apprenne beaucoup de choses des retours positifs. Un exemple tout bête, si aujourd'hui on prend l'exemple de la crèche, en quoi est-ce que ça vous fait progresser le fait de savoir qu'une personne aime ce que vous faites? C'est bien pour l'ego, mais en soi, en termes de valeur, pour moi, je pense qu'on a plus de valeur dans des retours, entre guillemets, négatifs que dans des retours positifs. Une fois de plus, c'est mon avis. Mais les retours négatifs aussi, ils doivent être assez constructifs pour vous permettre d'avancer. Parce que juste dire « j'aime pas ceci, cela », c'est pas constructif. Par contre, de dire
j'ai pas apprécié cette phase-là. Alors, Rokhaya qui dit, c'est une source de motivation. Effectivement, je suis d'accord avec vous. C'est une source de motivation, mais je veux dire, pour pouvoir améliorer votre produit ou votre service, les retours que positifs, lisses, où on vous dit j'aime trop, merci, merci, ça ne vous permet pas d'apprendre en fait. Alors qu'une personne qui n'a pas forcément une bonne expérience, si vous creusez bien et si vous posez les bonnes questions, vous serez en mesure de savoir dans le processus où a été le problème. Si je prends l'exemple, par exemple, comme j'ai dit, la crèche, si vous avez un retour d'une personne qui vous dit écoutez, moi, j'ai apprécié le service, mais je n'ai pas aimé l'attente entre ce moment-là et ce moment-là, je n'ai pas apprécié ça et ça, tous ces retours-là, si vous ne vous servez pas de ce retour-là pour améliorer votre produit ou votre service, vous foncez droit dans le mur. Et il y a beaucoup d'entreprises qui, en mon sens, gagneraient à écouter les clients et vous, en tant qu'entrepreneur, c'est votre job aussi de le faire, à être très attentif sur les retours de vos clients. Ne pas strictement chercher les compliments, les « on a bien aimé, félicitations », mais beaucoup plus de dire « ok, comment est-ce que je peux améliorer mon produit en fait? Comment est-ce que je peux l'améliorer? Comment est-ce que je peux justement viser cette excellence grâce à des retours constructifs qui vous permettent d'améliorer ?» Okay. Donc, de manière manuelle, vous pouvez le faire. Ça, c'est très simple. En leur posant la question, en leur demandant d'évaluer leur expérience. Et ce n'est pas de dire, est-ce que vous avez aimé? Après, les gens vont dire, oui, j'ai aimé. Après, vous dites, ah, c'est mon rôle de facette. Non, ce n'est pas ce qu'on cherche. Okay. Ce qu'on veut savoir, c'est beaucoup plus de dire, OK, quelles étaient vos attentes au début? C'était quoi vos attentes de 0 à 10? Quelles étaient vos attentes? La personne va peut-être vous dire 10. OK. Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est quel a été votre retour sur l'expérience réelle? Si la personne vous dit 8, là, vous vous rendez compte qu'il y a un gap entre son attente et ce qu'elle a réellement eu. Ou inversement, peut-être qu'au début, elle n'avait pas trop d'attente, elle s'est dit 6, et au final, l'expérience était agréable. D'accord? Et le fait d'évaluer justement ce gap-là va être pour vous hyper intéressant. Si c'est positif, justement, vous allez demander, pourquoi est-ce que vos attentes étaient moins importantes que l'expérience? Ou qu'est-ce qui a fait que, justement, votre expérience a surpassé vos attentes? D'accord? Et inversement, vous pourrez demander, pourquoi, selon vous, est-ce que votre expérience a été moins qualitative que vos attentes? D'accord? Donc, très important. Ce n'est pas juste demander, est-ce que vous aimez? Non. C'est, en fait, par rapport à vos attentes, est-ce que ça répond à vos attentes? Est-ce que c'était pertinent, qu'est-ce qu'on peut améliorer, et voilà, d'accord? Donc, vraiment, en tant qu'entrepreneur, ce que vous devez faire, c'est toujours être à l'écoute de vos clients et surtout, sans cesse leur demander comment est-ce que vous pouvez améliorer l'expérience utilisateur. Par contre, il y a certains retours qui, des fois, il faut pas se perdre dans ces retours-là. Si, par exemple, au cours de vos tests, vous vous rendez compte qu'à plusieurs reprises, on vous a fait ce retour-là, il ne faut pas être têtu, il faut pouvoir l'intégrer. Par contre, s'il y a une personne seulement qui vous dit un retour et qui espère que vous allez l'intégrer, là, il faut pouvoir mettre ça en perspective, vous se dire, j'ai bien entendu votre retour, merci beaucoup, on va y travailler. Ça ne veut pas dire que tous les retours sont forcément, je ne vais pas dire pertinents, mais en tout cas, tous les retours ne se valent pas. Et ceux qui valent le plus sont pour moi ceux qui sont récurrents. Ceux qui ne sont pas aussi récurrents que ça sont ceux qui peuvent être mis en perspective. D'accord? Et collecter ces retours de manière automatisée, c'est quand vous avez des plateformes, le fait de pouvoir faire de l'A/B testing, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est surtout de pouvoir évaluer en fait les données, c'est-à-dire si par exemple vous communiquez par rapport à quelque chose et que vous vous rendez compte que vous avez moins de retours que la dernière fois, c'est peut-être des choses que vous devez plus mettre en avant, etc. etc. D'accord? Donc, pour aller plus loin dans cette mesure des retours clients, mais ça, vous serez en capacité de le faire que si votre produit est déjà sur le marché et que voilà, les gens l'utilisent, c'est de demander à vos clients à quel point seraient-ils déçus si votre produit n'existait plus. Si on prend l'exemple peut-être dans votre cas, si on pose la question par rapport à Wave ou WhatsApp, on sait qu'énormément de gens seraient super frustrés. D'accord? Donc, si sur 10 personnes, vous avez
je ne sais pas, 80% des gens qui disent qu'ils seront très frustrés si ce produit-là ou ce service n'existerait pas, ça montre que vous avez atteint, on va dire, votre product market fit. Ça veut dire que vous êtes à un stade dans lequel votre produit est tellement indispensable que s'il venait à disparaître, les gens seraient malades. D'accord? Mais ça, une fois de plus, c'est quelque chose que vous pourrez faire sur la durée, mais actuellement, si vous vous lancez, ce n'est pas très pertinent de le faire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant de le faire pour peut-être les produits de vos concurrents et voir à quel point est-ce qu'ils sont ancrés dans le comportement de vos clients. Vous avez aussi ce qu'on appelle le Net Promoter Score, qui est en fait le fait de demander à vos clients quelles sont les chances qu'ils recommandent votre produit à des proches ou à des collègues. D'accord? Donc, si vous avez beaucoup de gens qui sont prêts à recommander, ça veut dire que vous allez dans la bonne direction. Par contre, si vous n'avez pas beaucoup de gens qui sont prêts à recommander, là, il faut peut-être se poser des questions par rapport à votre produit ou votre service, ou en tout cas votre capacité à délivrer. Donc, je vais essayer d'aller très rapidement, mais pour concevoir un MVP, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas besoin de choses très sophistiquées. Vous pouvez réaliser un prototype à travers PowerPoint. Vous pouvez faire des wireframes à travers Proto.io ou Marvel. Vous pouvez faire des mises en relation grâce à Google Sheets. Vous pouvez constituer une bêta communauté grâce à des groupes Facebook ou WhatsApp. Vous pouvez tester l'interface utilisateur grâce à User Testing, Userify. Vous pouvez planifier l'avancée du développement de votre produit ou de votre solution grâce à Trello. Vous pouvez centraliser les données des clients grâce à Excel, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez lancer les précommandes à travers Launchrock. Et vous pouvez vous rapprocher également des universités ou des laboratoires si vous développez des produits, parce que c'est super important. Il y a déjà des infrastructures qui sont là. Il faut juste essayer de voir comment est-ce que votre école ou votre université peut vous aider dans cette conception-là. Et surtout, vous avez la chance d'être dans des établissements, donc des écoles ou des universités, dans lesquelles vous avez des gens qui ont des compétences, en fait. Donc, il ne faut pas hésiter à se rapprocher des personnes-là qui ont des compétences, je dis au hasard, en agronomie, en ingénierie, qui peuvent vous aider à développer votre produit ou votre service. Donc, vous voyez, là, on a simplement un graphique qui montre, en fait, la strong evidence, ça veut dire des évidences fortes, c'est-à-dire des preuves fiabilité ou fidélité. Haute fidélité, la basse fidélité. Là, les ressources qui sont faibles enfin les ressources faibles, les petites ressources dont vous avez besoin pour mettre en place ce test, et là, des ressources plus élevées, plus importantes pour mettre en place ce test. Donc là, vous voyez, dans cette partie-là, on parle de valider à travers des interviews pour avoir des commitments, c'est un engagement. Donc, c'est un peu le système de précommande dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, vous avez pre-sales aussi, c'est un peu précommande. Crowdfunding, vous avez sur la droite le sales conciergerie, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure, le service de conciergerie, qui en termes de fidélité est prototype de haute fidélité, mais qui demande peut-être plus de ressources que peut-être crowdfunding, d'accord? Et là, ce dont les évidences sont pas très importantes, c'est le fait de faire des interviews clients pour découvrir les besoins. Et c'est vrai, aujourd'hui, si vous voulez tester votre capacité à résoudre un produit, enfin, à résoudre un problème, les interviews clients, ça va vous permettre de valider le besoin, mais ça ne va pas vous permettre de faire et de résoudre ce problème-là. D'accord? Donc, là aussi, vous voyez storyboard, MOOC, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est bien de parler avec eux parce qu'en termes de ressources, ça ne vous demande pas beaucoup de ressources. Mais en termes d'évidence et de fidélité, ce n'est pas le truc le plus concret. D'accord? Donc voilà, pour terminer, je vous dirais que l'objectif d'un MVP, c'est de maximiser l'apprentissage en minimisant les risques. Très important de l'avoir en tête. Et une fois de plus, c'est qu'en faisant, comme on dit l'expression française, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, donc j'ai fini ma présentation. On va peut-être collecter et regarder les questions qui m'ont été posées. Et surtout, on va aussi rapidement regarder quel est le livrable que vous allez devoir compléter
et mettre sur Let's Go avant de clôturer cette séance. D'accord? Donc, si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai évoqué, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, s'il vous plaît, mettez-les dans la conversation, qu'on puisse les traiter assez rapidement avant qu'on ne puisse boucler la séance. Donc, si je regarde la boîte de discussion, je vois, alors, Rokhaya Sissi qui dit parfois c'est une source de motivation, mais quand même, c'est grâce à la négativité qu'on acquiert de la connaissance. Oui et non, attention, la négativité, je pense que c'est à la constructivité, on va dire, parce que des fois, il y a des gens qui sont juste donnent des retours négatifs juste pour être négatifs, sans pour autant qu'ils soient constructifs. Si vous n'arrivez pas à extraire dans un commentaire des actions claires qui vous permettent de pouvoir améliorer, c'est qu'ils ne sont pas forcément très constructifs. D'accord? Est-ce qu'on peut avoir ce document après le cours? Oui, il sera mis en ligne sur Let's Go. Donc, je vous invite à, si vous n'avez pas Let's Go, de vous créer un compte drfj.letsgo.io. Donc, c'est normalement sur cette plateforme-là que on va mettre en ligne. Oh là, je l'ai envoyé à une personne. Mince, je reprends. Hop, copier. Pour ceux qui ont des produits déjà sur le marché, comment faire un MVP? Alors, pour les personnes qui ont déjà un produit sur le marché, pour faire un MVP, si vous voulez développer des fonctionnalités supplémentaires ou si vous voulez améliorer votre produit, ça va être d'utiliser votre produit et de tester dans des petits volumes cette nouvelle version. Exemple, je fais des crèmes qui sont déjà sur le marché, des crèmes pour les cheveux. Je vais aujourd'hui développer une recette à base de moringa et à base d'huile de ricin. Je ne vais pas développer dans un grand volume, mais je vais faire peut-être avec la base de produits que j'ai déjà, je vais tester cette nouvelle recette et je vais la tester auprès des adopteurs précoces. Donc, je vais le tester sur un petit volume et essayer de collecter les retours. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la texture, c'est bien? Comment est-ce que je peux l'améliorer, etc. Progressivement, vous allez l'améliorer. Voilà, de manière très, très rapide. Donc, je présente juste rapidement le livrable qu'il faudra remplir. Partager. Hop là. Donc, le livrable qu'il faudra remplir est très simple, vraiment, c'est très simple. À l'issue de cette séance, il va falloir que vous complétiez cette fiche et que vous la mettiez en ligne sur Let's Go. Donc, il va falloir que vous remplissiez le nom de votre startup, votre stade de développement et que vous répondiez aux différentes questions. Donc, l'une des questions, c'est au regard du stade de développement de votre projet, quel type de prototype pensez-vous développer pour un premier test auprès de vos clients? Veuillez décrire le ou les alternatives envisagées. Donc, si je prends l'exemple, par exemple, de la crèche, l'une des alternatives qui a peut-être pu émerger lors de cette séance, c'est de se dire, bon, au lieu de développer une crèche, je vais peut-être développer un service de conciergerie dans lequel je vais prendre les enfants, les garder sur une durée limitée de 4 heures. Voilà. Donc, c'est une manière pour moi de tester cette alternative. D'accord? Si je prends l'exemple de la pompe à eau, c'est aujourd'hui développer peut-être une pompe qui va peut-être pas aller à 80 mètres, mais qui va permettre de pomper l'eau à au moins 10 mètres. D'accord? Résultats attendus. Donc, la question, c'est veuillez décrire les résultats attendus à l'issue du test du prototype de solution auprès de vos adopteurs précoces. Comment est-ce que ce prototype de solution permettra de résoudre les problèmes des clients? Comme je l'ai dit, le MVP doit vraiment pouvoir permettre de répondre aux besoins des clients. Ça ne sert à rien de... Enfin, il faut faire la différence entre un prototype et un MVP en termes de votre capacité à répondre aux besoins des clients, d'accord? Un MVP, ça permet de le faire. Un prototype, ça vous permet de simuler l'interaction, ok? Donc ici, il va simplement falloir que vous décriviez en quoi est-ce que ça va permettre de résoudre les problèmes des clients. Ici, plan d'action, il va falloir que vous expliquiez comment vous allez mettre en place ce prototype ou ce MVP. Donc, dans le cas de la crèche, pour le faire, il va falloir que je me rapproche des mamans qui ont des enfants entre, 2 à 5 ans.
il faut que j'identifie un lieu dans lequel je peux m'occuper de ces enfants pendant 4 heures. Après, il va falloir que je parle à ces personnes-là pour essayer de les convaincre et voir comment est-ce que je peux monétiser cette action-là. Peut-être au lieu de payer, je sais pas, 5 000 par jour, vu que c'est 4 heures, elles vont payer 2 000, etc., etc. Ici, vous allez identifier les ressources. Donc, de quoi est-ce que vous avez besoin pour tester et développer votre prototype? Dans le cas de la crèche, vous allez avoir besoin d'un lieu, vous allez avoir besoin de personnes qui vont peut-être s'occuper de l'accueil des personnes, vous allez avoir besoin de matériel, donc des jouets, des choses qui vont vous permettre de pouvoir occuper les enfants pendant ces 4 heures, etc. Et enfin, comment est-ce que vous allez collecter les retours de vos adopteurs précoces pour adopter votre solution? C'est tout simplement quels sont les moyens qui vont vous permettre de collecter les retours. Et ça, si je prends l'exemple de la crèche, c'est de se dire à l'issue de ce service de garderie que je vais faire sur 4 heures, quand les parents vont récupérer leurs enfants, je vais leur demander quels sont vos retours. Vous n'allez pas demander aux enfants parce qu'ils ne vont pas vous le dire malheureusement, mais si les enfants pouvaient s'exprimer et parler comme on le fait, il aurait été pertinent de leur demander qu'est-ce qu'ils ont pensé, etc. Voilà. Donc, c'est le prototype, enfin le livrable qu'il va falloir répondre. Et là aussi, il y a quelques cases qui vous permettent peut-être de préparer ces tests. Et en tout cas, de collecter les résultats. D'accord? Donc, voilà un petit peu. Et tout ça va être mis en ligne sur Let's Go. Donc, je vais juste vous montrer rapidement avant qu'on ne boucle la séance. Voilà. Alors, hop. OK, là, je suis sur Let's Go. Hop là. OK, donc là, vous voyez, on est sur Let's Go, du coup. Donc, là, vous voyez. Donc, on a la partie ressources ici, où vous allez avoir la présentation. Donc, comme elle a été faite la dernière fois, la présentation sur la séance dernière a été mise dans la partie ressources. D'accord? Elle est là. Donc, elle sera mise ici dans la partie ressources. Et je mettrai également les livrables en lien avec cette séance. Et dans la partie accompagnement, il y aura aussi un certain nombre de tâches qu'il va falloir que vous effectuez. Donc, c'est-à-dire, on va ajouter des tâches en lien avec le livrable et il va falloir que vous les déplaciez pour nous dire si ça a été terminé, si ça a été mis en cours, etc. OK? Donc, voilà un petit peu. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Alors. Bonjour, madame. Bonjour, oui. Oui, c'est Mamadou Faye. Oui. Donc, j'avais des questions à poser à propos des livrables. Parce qu'il y a certains étudiants qui n'ont pas pu jusqu'à présent remplir les livrables. Donc, faute de compréhension aussi. Parce que certains, ils veulent faire les tests avec leur téléphone alors que ça ne passe pas. Donc, je pense que, alors déjà en termes de compréhension, je pense qu'on essaye de faire notre maximum pour que les choses soient claires. Mais si les choses ne sont pas claires, il ne faut pas hésiter à parler à vos points focaux qui sont dans les incubateurs et qui pourront répondre normalement à vos questions. Ce qu'on a essayé de faire également, c'est qu'on a fait des vidéos de présentation des différents livrables. Donc aujourd'hui, sur Let's Go, vous avez dans la partie ressources des vidéos. Donc, vous avez autant des vidéos d'explication des livrables qu'on a mises en ligne il y a quelques jours, vous voyez, explication des livrables. Et on a aussi des vidéos de la formation qui vous permettent de revenir sur ce qui a déjà été fait. D'accord? D'accord, oui. Aujourd'hui, il y a toutes ces alternatives-là qui existent. Et une fois de plus, si vous avez des besoins ou des questions, il ne faut pas hésiter, à les mettre soit sur Let's Go pour que les gens puissent y répondre. Et surtout, vous pouvez également vous rapprocher de vos points focaux pour qu'ils puissent répondre à ces questions. Oui, d'accord. Mais aussi, il y a une autre question que je voudrais poser.
Oui, on a combien de livrables à livrer? Donc, parce que dans la plateforme, on a plusieurs tâches. Oui, plusieurs tâches oui, à remplir. Donc, pour certains, ils ne trouvent pas comment les remplir avec l'Excel. Je ne sais pas, c'est par Word ou bien PDF ou je ne sais pas. Alors déjà, une petite question. Vous parlez de vous ou vous parlez d'autres étudiants? Vous avez été délégué par d'autres étudiants pour... Oui, je parle pour moi aussi. Je parle pour des camarades. Oui, parce que actuellement, on était aux examens, on faisait des examens. Donc, raison pour laquelle nous ne pouvons pas assister correctement aux formations, aussi livrer à temps Alors, les livrables, tâches. tous les livrables et toutes les tâches sont sur Let's Go. Donc, pour chacune des tâches, vous allez voir est-ce que c'est associé à des livrables ou pas. Des fois, il y a certaines tâches qui, sur Let's Go, ne sont pas associées à des livrables. Vous voyez, c'est des choses que vous devez faire. Exemple, si je prends celui-là, identifier maximum 10 hypothèses de compréhension de votre marché. Ça, c'est quelque chose qui est peut-être associé à un livrable qui a été fait sur la formation précédente. Si je regarde suivre en live la formation sur la conceptualisation, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas un livrable qu'il faut faire. D'accord concevoir le canevas de proposition de valeur, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire en ligne. Mais dans chacune des tâches qu'il y a à faire, si vous cliquez dessus, vous avez du détail là-dessus. D'accord? Vous avez forcément des explications qui sont données là-dessus. Donc, vous avez juste à consulter chacune des tâches et voir si, pour chacune d'entre elles, il y a un livrable qui est associé ou pas. D'accord. C'est bon, c'est clair? Vous direz oui, c'est clair, oui, d'accord. Merci. Camarade cela. D'accord, Inch'Allah. Ok, d'accord. Super. Ok, merci. Alors, de rien, je vais juste voir rapidement. Dame Diaye qui dit merci pour le contenu. Ah non, alors il y a Asia qui avait dit juste avant. Pour ceux qui ont des produits déjà sur le marché, comment faire? J'ai répondu à cette question. Hello Adia, merci pour le contenu et la pertinence, mais parfois c'est toujours bien d'être en interaction en nous, laissant la parole. Parfois 5-10 minutes, c'est comme ça que d'autres arrivent à vraiment entrer dans le bain. Bah écoutez, Dame Diaye, je pense avoir posé la question en demandant à plusieurs reprises si vous voulez interagir. Donc, une fois de plus, il ne faut pas hésiter à le faire. Moi, j'ai une présentation que je dois dérouler, mais si vous avez des retours à nous faire, il ne faut pas hésiter à le faire. Je pense avoir posé à plusieurs reprises des questions pour essayer de vous engager. Donc, est-ce que vous avez peut-être quelque chose en particulier que vous voulez nous partager? Il nous reste encore quelques minutes pour le faire, donc il ne faut pas hésiter. Dame Ndiaye, vous êtes toujours avec nous? Oui, bonjour. En fait, il y a du bruit là où je suis, raison pour laquelle je ne voulais pas activer mon micro. D'accord. Et bon, non, je disais seulement, il y a des gens, pour pouvoir être vraiment dans le bain, il faut qu'ils essaient de parler. Ok, d'accord. Je comprends totalement. Malheureusement, en fait, dans le format de cette formation, ça ne dure qu'1h30. Et en fait, vu que j'ai une présentation que je dois pouvoir dérouler, le micro est toujours ouvert. Hein. Enfin, je veux dire, vous avez toujours la possibilité de pouvoir interagir. Et c'est pour ça que je trouve que c'est plus simple de faire des commentaires dans la discussion qu'en voix orale, parce que sinon, vous avez, si on laisse, par exemple, tout le monde, donc on a 23 personnes, si on laisse 5 minutes aux 23 personnes de parler, ben en fait, on ne va pas faire de présentation, malheureusement. Mais vous pouvez quand même nous donner des retours dans la partie conversation. Et ça, comme vous le voyez, tout au long de la séance, je prends toujours le temps de lire ce qu'il y a dans la conversation pour pouvoir rebondir là-dessus. Donc, mais je note quand même ce commentaire. On essaiera de faire peut-être des présentations plus courtes pour vous laisser plus de temps. Mais il faut aussi comprendre qu'on a démarré la séance en retard. On a démarré la séance à 10h10 ou 15, il me semble, alors qu'elle était prévue à 10h. Donc, si on enlève ces 15 minutes de retard sur la présentation, c'est un temps durant lequel on aurait pu parler aussi. Voilà.
Merci. De rien. Donc, pour la prochaine fois et pour vos camarades, vous leur direz d'essayer d'arriver à l'heure pour qu'on puisse avoir assez de temps pour échanger parce que sinon, ça décale tout le planning en fait. Et après, on va probablement avoir des retours sur le fait qu'on n'a pas passé assez de temps sur la présentation. C'est un peu compliqué quand on est en ligne, mais je note quand même ce retour. Merci en tout cas. Bramé qui me dit « Je n'arrive pas à activer mon micro ». Vous avez quelque chose de spécifique à nous dire ou on peut peut-être boucler la séance parce qu'il est déjà 11h40 et on a déjà 10 minutes de retard, donc je ne veux pas vous prendre trop de temps. J'espère que M. Faye parle de moi. Je ne sais pas. Bon, on va boucler la séance. Est-ce qu'on a peut-être d'autres commentaires, d'autres remarques sur la présentation, sur des choses qui ne sont pas claires? N'hésitez pas à les mettre dans la conversation. Si ce n'est pas le cas, bah, écoutez, on va boucler la séance. Et cet enregistrement sera mis sur YouTube aussi pour que vous puissiez la reconsulter pour pouvoir faire au mieux les livrables. Donc, si on n'a pas d'autres commentaires, vous voyez, Dame Diaye, là, j'attends les commentaires, je n'ai pas de retour. Dramé qui dit j'espère que M. Faye parle de moi, car pour dire vrai, je ne comprends pas les démarches. Je ne comprends pas trop votre question. Quelle démarche? Dame Diaye, je vous prends un témoin. On n'a pas de réaction. Est-ce qu'ils ne sont pas déconnectés? Mais je pense lui, Dramé, parler des livrables que Moudou fait parler. Hein. Je pense lui, il parle dans ce sens. Peut-être il a du mal à juger sa question. Je pense qu'il parle de ça. Ok, donc les livrables, il veut dire, vous ne comprenez pas les livrables qui ont été faits précédemment ou vous ne comprenez pas comment les remplir et les livrer. Alors, je vais peut-être le faire très, très rapidement parce que, une fois de plus, on est en train de déborder sur le temps. Il était prévu qu'on finisse cette séance à 11h30. Il est 11h45. On est en train de déborder de 15 minutes. Mais s'ils sont obligatoires ou non, oui, ils sont obligatoires les livrables. Et une fois de plus, je vais présenter votre espace sur Let's Go. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une... Enfin, là, je ne sais même pas sur une start-up en particulier, mais vous voyez, là, vous avez 3 colonnes à faire, en cours et terminé. D'accord? Donc, à l'issue de chaque séance de coaching, ou en tout cas de formation, comme on vient de le faire, nous ajoutons des tâches qu'il faut que vous puissiez réaliser à l'issue de ces séances. D'accord? Donc, si vous regardez probablement cette tâche-là, il y a marqué « Évaluer le niveau d'importance de votre marché à travers 10 critères d'évaluation ». Pour avoir des détails, vous cliquez sur la tâche et vous allez voir en description « Procéder à l'évaluation du niveau d'importance de votre marché à travers 10 critères d'évaluation du marché qui se trouvent sur la première feuille du fichier Excel livrable études de marché qui se trouve dans l'espace ressources, onglet documents ». Donc là, vous avez le détail de où se trouve ce document-là. D'accord? En livrable, on vous demande également qu'il faut pouvoir donner cette feuille Excel sur l'étude de marché. Pour la trouver, comme on a expliqué, ressources, vous voyez là le livrable en question, vous cliquez dessus et vous avez téléchargé le document. Donc, si vous voulez plus d'explications, on a déjà fait une vidéo de 40 minutes sur les livrables, en tout cas les derniers livrables qu'il fallait livrer. Donc, je vous invite à la regarder ici. Et si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous écrire sur Let's Go pour qu'on puisse y répondre ou à vous rapprocher de vos points focaux pour qu'ils puissent répondre à vos questions. Voilà. Voilà, j'ai répondu à cette question. Est-ce qu'on a d'autres questions ou on peut boucler la séance?
Voilà. Donc, allez sur Let's Go. Il y a une vidéo qui a été faite sur les livrables. Vous aurez tous les détails par rapport à ça. Je ne peux pas refaire l'explication de ces livrables-là. Ce n'est pas, un, la séance, et deux, il y a une vidéo qui a déjà été faite là-dessus. Donc voilà, si on est bon, je vais pouvoir lever la séance. En tout cas, merci de votre attention et merci pour les échanges. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée et une bonne fin de semaine. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.